Bienvenue à cette fameuse conférence du second symposium international de la recherche quantique pour les handicaps et fragilisés. Nous avons le grand honneur de recevoir aujourd'hui M. Vadim Zeland, physicien quantique russe qui a mis au point la théorie du transurfing. Il nous fait l'honneur de venir de Russie. Je tiens à souligner tout particulièrement que M. Zeland, d'habitude, ne quitte pas son pays. C'est une personne délicieusement discrète et il a accepté de venir, je crois que je peux dévoiler un petit secret, pour Julie, qui est la fondatrice de cette œuvre Ituria pour l'enfance handicapée. Et il a accepté de venir parce que son œuvre est une œuvre qui a pour éthique un esprit d'ouverture, l'accueil de la différence, le respect et la reconnaissance des enfants dits handicapés, des enfants différents, et je dirais même nous tous. Nous sommes tous des enfants différents avec nos fragilités et nos petits handicaps. Donc c'est pourquoi M. Vadim Zeland a très gentiment accepté, à ma plus grande surprise, cette invitation. Il a fait le voyage de Moscou et vous imaginez que jusqu'à nous, jusqu'à Biarritz, c'est un très très long voyage. Il nous a fait aussi le plaisir d'être accompagné de son épouse ici présente. Et il va vous offrir une conférence unique. Je tiens à le souligner encore, c'est la première fois que M. Vadim Zeland donne une conférence hors Russie. Il nous fait encore en plus l'honneur de mettre à votre disposition son temps pour 2 ateliers. Le premier a eu lieu ce matin, le prochain aura lieu demain. Donc je tiens, si vous permettez, à ce que nous lui accordions un accueil tout à fait à la hauteur, non seulement de sa gentillesse, non seulement de ses compétences, mais aussi à la hauteur de l'honneur et de la, je dirais, la générosité qu'il nous offre en étant ici avec nous. Donc nous allons accueillir M. Vadim Zeland, s'il vous plaît. We have a consecutive translation. Consecutive translation. Not simultaneous. No, we had a technical problem. Mesdames, Messieurs, je voudrais aborder les tendances du développement de notre civilisation, tendances qui se affleurent à la surface, mais simultanément restent imperceptibles, car par tous les moyens, elles sont passées sous silence par les masses médias. La réalité dans laquelle nous existons n'est déjà plus du tout la même que ce qu'elle était il y a de cela quelques dizaines d'années. Les changements se produisent très vite et croissent comme une avalanche en s'accélérant. Ainsi, tout le monde connaît la biosphère en tant que milieu d'habitation des êtres vivants. Mais peu nombreux sont ceux qui savent réfléchir au fait qu'il existe également une notion de technosphère. La technosphère sont toutes les réalisations et progrès de la civilisation technogénétique, en commençant par les appareils électriques domestiques et en terminant par les produits alimentaires. Tout ce que touche la technosphère subit une transformation capitale, pas toujours perceptible, y compris par l'homme lui-même. Il ne s'agit pas d'écologie de l'environnement. Il existe un problème autre, non moins sérieux, car ce problème, ne se manifestant pas pour l'instant sous une forme évidente, porte en soi un danger envers ce qui est le plus précieux chez l'homme, sa liberté et son individualité. C'est cette question d'écologie de l'esprit qui curieusement soucie peu de gens. L'attention est déviée du côté des questions insignifiantes et non essentielles, pendant que le monde change impétueusement du côté opposé, invisible. On peut avoir l'impression que rien ne se passe. En fait, quelque chose se passe. Extérieurement, cela ne se manifeste en aucune façon particulière, comme si tout suivait son cours, notre civilisation suivant le chemin du progrès technique. En réalité, le progrès, dans sa forme où ses fruits sont utiles à l'homme, est déjà parvenu à son terme et s'avance maintenant dans une direction avantageuse
pour le système technogène, en tant que structure qui se développe de façon indépendante. Le système, comme une tumeur, s'est activement mis à grandir tout seul, indépendamment désormais de la volonté humaine. Tout indique que ce processus s'est libéré de tout contrôle. Quand la civilisation s'est engagée sur la voie technogénétique de développement, des lois qui auparavant n'avaient pas cours ont commencé leur mise en œuvre. Désormais, l'action de ces lois conduit au fait que la technosphère se love de façon décidée dans la matrice. La matrice est un sort de conglomérat, un système où l'homme est réduit au rôle de pile, alimentant ce système. Des films comme Matrix ou Surrogates, les clones en français, sont loin d'être de la science-fiction, mais sont notre très proche avenir. Et ce qui est en cause n'est même pas la technique dont l'homme s'entoure. Quand les gens se retrouvent dans un champ commun d'information, créé par différents moyens d'information de masse, ils se trouvent pris dans le pouvoir du système. Ce n'est plus l'homme qui dirige le système, mais c'est le système qui contrôle entièrement l'homme et le soumet au système. Au sein de la toile d'araignée des informations générales, cela se fait facilement. À qui cela peut être-il avantageux? Mais à personne. Tout simplement, l'homme est habitué à penser que tout ce qui se passe autour de lui se passe de par la volonté de certaines autres personnes. En réalité, le système se développe de façon autonome. Personne, elles croissent et vivent comme il se doit depuis que les plantes se sont regroupées et se sont efforcées d'exister ensemble, tant bien que mal. Tandis que l'avantage consiste pour le système en la chose suivante. Il lui faut atteindre son point d'équilibre stable, se former en cette construction optimale où les humains, comme des cyborgs, vont entretenir son existence. Qu'est-ce qu'il lui faut pour cela? Des cellules de la matrice doivent être remplies d'éléments obéissants. Et ces éléments doivent être, premièrement, pas tout à fait en bonne santé, afin de ne pas disposer d'énergie libre. Et deuxièmement, pas tout à fait sains d'esprit, afin de ne pas comprendre où ils se trouvent. L'énergie et la volonté délibérée doivent être en quantité seulement suffisante pour exercer sans défaillance les obligations fonctionnelles, ni plus ni moins. Avez-vous réfléchi à cette question? Pourquoi, après leur travail, de nombreuses personnes ne veulent rien faire d'autre que de s'affaler sur un canapé devant la télé? Une fatigue de ce genre est une chose courante, on s'y est habitué. Mais est-ce normal? Non, habituel ne signifie pas normal. N'avez-vous pas réfléchi aux raisons du fait que la vie d'un homme de notre époque est prise littéralement en ciseaux entre 20 et 40 ans? En tant que jeune spécialiste, personne n'a besoin de vous du fait de votre manque d'expérience. Tandis qu'après 40 ans, on n'a plus besoin de vous parce que l'on a extrait de vous tout ce que l'on pouvait. Pour la même raison, après 40 ans, le sexe opposé ne s'intéresse non plus à vous. De nouveau, est-ce normal? Habituel, oui. Mais en un sens, quelque chose ne colle pas ici, n'est-ce pas? Cela ne doit pas être comme ça. Une autre chose encore est avantageuse pour le système technogénétique, c'est la diminution de la population. Il semblerait que la diminution du nombre de consommateurs devrait conduire à une diminution de la restitution que le système reçoit de leur part. Mais en réalité, quand le système se conformera en matrice, les consommateurs survivants deviendront semblables à des mécanismes dirigés, tandis que la société deviendra totalement contrôlable. C'est en cela que consiste l'objectif et le sens de cette convolution. Et à nouveau, une question se pose. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière tout cela? Actuellement, la mode est de discuter de bruits nébuleux relatifs à un certain gouvernement mondial, connu également sous le nom de Club de Bilderberg, dont font partie les personnes les plus riches et les plus puissantes de la planète. Mais c'est juste une ruse du système pour dévier l'attention. Beaucoup pensent naïvement qu'il suffit d'éliminer cette poignée de parvenus qui en secret ont décidé de soumettre toute la population de la Terre et que le problème sera réglé. Si dans un potager, on n'arrache que la partie haute des mauvaises herbes, ces dernières disparaîtront-elles? Les gens exerçant le pouvoir sont les marionnettes du système encore plus que ses membres lambda. Le système tire directement par des fils les premiers, tandis que pour les secondes, c'est de façon détournée, par l'intermédiaire de la publicité, des faux objectifs, de la désinformation et autres balivernes que les premiers leur balancent. Dans la société moderne, il ne peut arriver que quelqu'un pense à quelque chose de global, par exemple déclencher une guerre, et qu'ensuite il le réalise selon un plan autonome. Le banquier ne pourra pas financer un si cher plaisir si un groupement favorable n'arrive pas au pouvoir, et ce dernier n'arrivera pas au pouvoir si les conditions favorables ne sont pas mûres pour cela. Dans le système, tout est lié et entremêlé.
Mais les causes, il faut les chercher non pas dans les conditions elles-mêmes, mais plus profondément, là où naissent ces conditions. De quelle façon sont réalisés les plans du système? Très simplement, premièrement, au moyen de la manipulation de l'attention de la majeure partie des gens, et deuxièmement, et encore plus simplement, à travers la nourriture qu'ils mangent. L'administration de l'attention est une des méthodes les plus efficaces d'administration en général. Il n'est même pas nécessaire de s'occuper d'une quelconque propagande idéologique. Il suffit de faire penser l'âne à la carotte en la suspendant devant son nez et il ira là où vous le voulez. Le principe consiste dans le fait que l'attention est fixée sur une information qui est avantageuse pour le système et qu'elle est déviée des questions vitales vers les choses insignifiantes. On peut donner une multitude d'exemples illustrant comment cela se réalise. On invente des maladies contre lesquelles il faut vacciner tout le monde en urgence, tandis que le problème du cancer, qui devient de plus en plus aigu tous les ans, est conduit à l'opposé de la direction de la solution clé. Maintenant, il se glisse très souvent dans les nouvelles l'information selon laquelle, enfin, on a trouvé un médicament contre le cancer. Cela fait même rire, mais c'est triste en même temps. Et les gens continuent de mourir. Pourtant, la cause initiale et principale a été découverte dès 1931 par le docteur Otto Warburg. Pour cette découverte, il a reçu le prix Nobel, mais cela a été vite oublié. Le fait que la biosphère se soit déjà concrètement transformée en technosphère et ce que cela induit, on ne le dit directement nulle part. L'attention est déviée dans des directions tout autres, du côté des problèmes qui ne se sont jamais produits et dont il est inconnu s'ils surviendront jamais un jour. Par exemple, le réchauffement global, le refroidissement, une inondation, l'année 2012, etc. Lors des discussions du film Avatar, l'attention se porte sur les effets spéciaux, tandis que le problème de la division de la société entre partisans de la technosphère et de la biosphère, qui nous attend dans un avenir très proche, est éloigné par tous les moyens. C'est pour cette raison que l'Oscar a été remis non pas à Avatar, mais à un film sur ces gars américains qui sauvent le monde des Arabes agressifs. De nouveau, cela ne signifie pas que quelqu'un oriente en coulisses les masses médias dans la direction qui lui convient. Tout se passe par soi-même, comme il est d'usage dans les jungles. Attirer l'attention de l'homme moderne, gavé d'informations, n'est pas si facile. Par quoi est-il plus facile de l'attirer? Par ce qui inquiète, trouble, fait peur. Les masses médias fonctionnent ainsi de cette façon, de façon délibérée toutefois, mais plutôt au niveau des instincts des journalistes. La gestion est faite de façon tellement invisible, progressive et naturellement que personne n'en soupçonne rien. Les éléments du système n'ont même pas le temps de revenir sur eux-mêmes, qu'ils sont encerclés de puces électroniques qui les rendront entièrement sous contrôle, comme des lapins en cage. Seulement ces puces ne seront pas implantées dans la tête, bien entendu. C'est toujours un subterfuge pour détourner l'attention. Que le peuple enrage à volonté, protestant contre telle action inhumaine qui prive l'individu de ses droits. Tout sera fait beaucoup plus élégamment, par l'intermédiaire de permis de conduire ou de cartes bancaires, sans lesquelles les lapins ne peuvent tout simplement pas exister. On va leur expliquer clairement que c'est pour leur bien, leur commodité et leur sécurité. Et la majorité, comme d'habitude, va croire à toutes ces sottises qu'on leur assène et vont obéir. Il semble qu'avec l'information, tout est plus ou moins clair. Mais que vient faire ici la nourriture? Est-ce que l'on peut vraiment administrer par son intermédiaire? Bertrand Russell, philosophe et pacifiste anglais, a écrit il y a longtemps que par le biais d'une nourriture particulière et des soins médicamenteux, on peut vraiment créer un type tel de gens qu'ils seront aussi obéissants que les moutons dans un troupeau. Voici un exemple concret. Le gouvernement américain a annoncé en 1974 que l'objectif de diminution de la population dans les pays du tiers-monde était une question de sécurité nationale. De quelle manière supposait-on réaliser une telle politique? Le mémorandum pour la sécurité nationale des États-Unis recommandait directement, à côté de l'initiation des guerres, l'utilisation des produits alimentaires en tant qu'instrument de diminution de la population. Bien avant ce mémorandum, le système avait généré un courant comme l'eugénisme, idée d'une hygiène de race et de diminution de la population. Les premières expériences pilotes des adeptes de l'eugénisme ont été primitives, inhumaines, antidémocratiques, comme on a l'habitude de le dire maintenant,
et on trouvait un écho vivant dans les idéologies du nazisme et du stalinisme. À l'heure actuelle, tout ceci est fait avec beaucoup plus de raffinement, presque élégamment, et voilé par l'intermédiaire de la chimie des organismes génétiquement modifiés. Au début, on concevait des armes biologiques, mais on a ensuite compris qu'il est plus efficace d'agir par la voie pacifique. La technologie transgénique est une invention géniale du système et le fait d'une pierre deux coups. D'une part, c'est un moyen pour diminuer la population. D'autre part, c'est aussi un moyen de causer un préjudice à la sécurité alimentaire de certains pays, car les graines des plantes modifiées ne germent plus et la banque des semences sera donc toujours entre les mains des corporations. Une méthode idéale de manipulation. Ce n'est pas la peine de commencer une guerre. Tout simplement, vous refusez aux indociles la livraison des semences au bon moment et vous faites avec eux ce que vous voulez. Plusieurs pays se retrouvent déjà littéralement à genoux. Le système perfectionne constamment ces méthodes, car une politique des adeptes de l'eugénisme, aussi primitive que celle de la stérilisation forcée, bien entendu va soulever une vague de protestation dans l'opinion publique. Mais de nouveau, ceci est juste un subterfuge pour détourner l'attention, une sorte d'os jeté à la foule pour être déchiqueté. Les méthodes réelles fonctionnent furtivement et petit à petit s'adaptant à l'opinion publique et se voilant par de soi-disant objectifs humanistes. Ce mimétisme en apparence a toujours l'air utile. Par exemple, la modification génétique des plantes est à la fois nécessaire et avantageuse car elle augmente le rendement et supprime la nécessité de recourir aux pesticides. Et dites-le vous-même, est-ce vraiment mal? En fait, c'est un mythe artificiellement créé par des corporations. Les faits indiquent que le rendement des plantes transgéniques est bien inférieur, et à la place des anciens parasites des champs et des mauvaises herbes, en apparaissent d'autres qui n'ont peur de rien, et pour lesquels il faut inventer de nouveaux pesticides. Dans les champs de soja génétiquement modifiés, règne un silence mortel. On n'entend ni le chant des oiseaux, ni le bourdonnement d'insectes. On n'observe tout simplement aucun des mouvements de la vie, comme si ces plantes étaient en plastique. Mais ceux qui n'ont pas vu cette image, ils n'ont pas peur de manger les saucissons. Ils ne soupçonnent même pas que des ingrédients issus d'organismes génétiquement modifiés soient désormais ajoutés à pratiquement tous les types de nourriture, les semi-fabriqués, les produits de charcuterie, les pâtisseries, les laitages, les céréales, le chocolat, la mayonnaise, les sauces, les boissons, dans toute cette nourriture de matrice que l'on peut trouver au supermarché. On ne se gêne même pas pour en ajouter dans l'alimentation des bébés. Mais peu de gens en sont informés, car toutes ces informations sont soigneusement cachées. Vous pouvez vous demander, est-il possible qu'aucune recherche n'ait été effectuée? Bien entendu qu'elles ont été réalisées suite aux requêtes des corporations productrices des OGM. Les résultats de ces recherches sont à l'évidence gaillards et joyeux. Les OGM ne sont absolument pas nocifs. Probablement des chercheurs mercenaires travaillent à l'heure actuelle d'arrache-pied pour prouver que de surcroît, les OGM sont tout à fait bénéfiques pour la santé. Une seule étude indépendante a été réalisée pour la première fois par Mme Irina Yermakova, docteur en biologie, mais elle a été interrompue précipitamment car elle a conduit à des conclusions choquantes. Aux États-Unis, des lois sont adoptées, dont l'une interdit de cultiver des fruits et des légumes dans son jardin, et l'autre interdisant d'apposer les étiquettes correspondantes sur les produits contenant des OGM. C'est-à-dire que les gens sont de facto privés de la possibilité de faire un choix. Oui. Mange ce qu'on te donne et tais-toi. Cela sonne saugrenu, n'est-ce pas? Le plus intéressant est que la politique du gouvernement américain ou du gouvernement mondial, appelez-le comme vous le voulez, dirigée contre les pays du tiers-monde, s'est retournée avec des conséquences imprévues pour les États-Unis eux-mêmes. Un tiers des Américains est déjà stérile. L'autre tiers souffre d'une obésité exorbitante. Alors qu'il y a de cela seulement une trentaine d'années, c'était une nation qui courait, maniaque des produits organiques, naturels. Et encore un tiers se bourre d'antidépresseurs. Voici une statistique simple et évidente. Et personne ne s'étonne que le syndrome de fatigue chronique et de stress se soit transformé en norme de vie de l'homme moderne. Et l'homme moderne vraiment est habitué à cela. Et cela aussi est soi-disant normal. Comment se sont apparus des changements si frappants? Les produits biologiques n'intéressent-ils donc plus personne? La raison est toute simple. La nourriture synthétique, particulièrement le fast-food, lequel est très répandu en Amérique, provoque une accoutumance qui ne se distingue en principe en rien de celle des drogues.
Toute la population de la Terre se compose déjà de drogués de la nourriture endurcie. Encore une autre simple statistique. Au cours des dernières années, 1/3 des abeilles sont mortes. Pourquoi cela se passe, personne ne le sait exactement. Parmi les causes probables, le smog électromagnétique provoqué par la communication mobile, les plantes transgéniques, la chimie, et peut-être tout ceci réuni. Cela signifie-t-il donc qu'il n'y aura plus de miel? Non, c'est bien pire. Il n'y aura plus de plantes pollinisées par les abeilles. Et elles représentent au moins le 3/4 de l'ensemble, ces plantes-là. Dans certaines provinces chinoises, les abeilles ont été complètement détruites par les pesticides et désormais les plantes y sont pollinisées par les humains, littéralement à la main. Mais ce problème n'intéresse personne. Tous sont préoccupés par le mythe de l'année 2012, inventé jadis par les Mayas. Tout ceci est excessivement triste. L'homme, imaginant qu'il est le tsar de la nature, a déployé un remue-ménage présomptueux et destructif, procédant au remaniement d'une biosphère unique qui avait mis des millions d'années pour se créer. Vous comprenez ce qui se passe? C'est semblable au fait de laisser pénétrer un singe dans un laboratoire de chimie. Et quoi que ce singe puisse y faire, même du point de vue scientifique ou suprascientifique, cela s'avérera être une catastrophe. La principale idée que je veux porter jusqu'à vous consiste dans le fait que nous sommes dirigés non pas par des personnalités concrètes, mais que tout simplement, unanimement et inconsciemment, nous avançons dans la matrice où le contrôle du système sera total. Tout ceci se déroule sous l'égide de transformations démocratiques et humanistes, se déroulant elles-mêmes dans le cadre de la coopération, de la paix, du sauvetage de l'humanité, etc. L'homme asservi par le système perd non seulement sa liberté de choix, il commence à désirer ce qui est avantageux pour le système. Et ce processus est initié et orienté non pas sciemment, il se déroule par lui-même, conformément aux lois de l'auto-organisation du système parasitaire, c'est-à-dire de façon synergétique. Peu de gens le voient et le comprennent. Ces messieurs du club de Bilderberg peuvent imaginer qu'ils sont capables de contrôler quelque chose, mais c'est une erreur. Le système les avalera eux-mêmes et de surcroît en tout premier lieu. La situation est depuis longtemps hors de contrôle, bien qu'il soit tout à fait possible qu'ils l'aient compris, car ceux qui font partie de ce club sont des gens tout à fait intelligents, bien entendu. Donc la nouvelle réalité n'est plus du tout la même qu'auparavant. Et les règles de survie en son sein ne sont pas les mêmes non plus. Nous nous sommes réveillés dans une autre réalité. La civilisation a fait un brusque virage d'une nature naturelle de l'homme vers la société technogénétique. Et cela se reflète très fortement sur les humains. Ils ne sont plus tant des individus libres, mais bien plutôt des éléments du système dont une partie considérable des énergies et de la conscience est sous contrôle de ce système. Le système technogénétique est absolument destructif dans son essence, aussi bien en ce qui concerne la biosphère de notre planète que pour l'homme. Ses capacités se bloquent, ses possibilités sont brusquement réduites, justement dans le but qu'il n'empêche pas le système de se développer comme cela lui convient. Mais l'homme ne voit rien de tel et ne sent rien du fait que l'opération se déroule sous anesthésie générale, en état de sommeil profond, ce que le patient, une fois encore, ne soupçonne même pas. La vie dans le système technogénétique est construite de sorte que la conscience soit brouillée, tandis que l'attention est conduite le plus loin possible de la situation réelle des choses. L'homme dans la matrice ne voit pas la réalité telle qu'elle est en réalité, ne comprend pas d'où proviennent tous ces quoi, pour quelles raisons et pourquoi. Il est privé de vision, il a tout simplement les yeux bandés. Comment se brouille la conscience? Tout simplement. Souvenons-nous de l'histoire de Sinbad le marin, du conte des 1001 nuits. Un jour, les voyageurs arrivent dans un pays où les aborigènes les accueillent très cordialement et se mettent à les nourrir avec des aliments délectables. Les voyageurs mangent de cette nourriture pendant plusieurs jours et progressivement leur corps se transforme en d'énormes boudins, leur conscience se brouille, ils ont cessé d'apprécier objectivement la réalité. Comme il s'est avéré, on les a gavés pour ensuite les conduire à l'abattoir. Je ne cesse de répéter que les contes et la science-fiction n'existent pas, qu'il s'agit d'aspects de notre réalité qui ont déjà été ou seront réalisés.
Ce que nous laissons pénétrer directement en nous, c'est-à-dire la nourriture, l'eau et les informations, sert d'instrument direct en vue d'affaiblissement de la clarté de la conscience. Quand on mange des aliments naturels et que l'on boit de l'eau pure, la conscience devient sensiblement plus lucide. C'est prouvé. Comment est détournée l'attention? Ces derniers temps, vous pourriez remarquer que les gens présentent des signes manifestes de dispersion, d'oubli, d'inattention. Très souvent, on peut être témoin de ce que l'attention boitée. Les gens font des fautes élémentaires, s'embrouillent dans des choses simples, accomplissent des actions inadéquates. On a le sentiment qu'une grande partie de l'attention humaine est accaparée par quelqu'un ou par quelque chose. C'est comme avec l'énergie. Si l'homme est malade, la part de lion de ses énergies est accaparée, écartée pour la lutte contre la maladie. Ou bien, si l'homme a pris sur soi une insurmontable charge d'obligation, la plus grande partie de son énergie libre, à nouveau, est bloquée, réservée pour ses obligations. Dans mes premiers livres, j'avais écrit à propos de l'envahissement de l'attention par un balancier. Lorsque l'homme, irrité par quelque chose, soucieux ou apeuré, tombe en quelque sorte en état de stupeur, plonge la tête la première dans son problème, comme dans un rêve, et cesse de voir et de percevoir ce qui se passe dans sa réalité. Mais à l'époque, je n'avais pas décrit cela comme un phénomène de masse. De nos jours, la régularité des masses est clairement observée. Les gens, dans leur grande majorité, dorment littéralement. Ils agissent comme s'ils étaient endormis. Ils ne conduisent pas leur vie. C'est la vie qui se passe par elle-même. Je considère ce phénomène comme un signe inquiétant, car il y a 2 à 3 ans de cela, ça ne se manifestait pas encore aussi clairement. Il existe une illustration simple de l'effet de cette mainmise sur l'attention. Quand un groupe de gens part en pique-nique à la campagne, que fait-il en premier lieu? Il ouvre les portières de l'auto et met la radio à fond. Il semblerait que cela soit étrange. Au lieu de se reposer du bruit de la ville, d'écouter le silence de la forêt et les chants des oiseaux, on allume ce hachoir à cerveau. Tous parmi nous sont-ils donc des amoureux de la musique ou des nouvelles toutes fraîches? Comparez l'homme moderne et celui qui a auparavant vécu il y a des milliers d'années, quand il n'y avait pas de journaux, ni de cinéma, de radio, de télévision, d'internet, de téléphone mobile. Ce sont des gens complètement différents. Et la différence principale, ce n'est même pas au niveau de l'intellect, de la civilité ou de l'éducation. En fait, l'homme moderne, concrètement, s'est piqué à l'aiguille informative. Il n'est même pas capable de se passer du torrent extérieur des informations. C'est justement ce torrent, créé par le système, qui fait naître l'effet de mainmise de l'attention. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes entièrement concentré par ce que vous faites en ce moment. Mais en réalité, juste une petite partie de votre attention est active. La plus grande partie est liée par un fil invisible à la toile informative du système et réservée pour le flux extérieur dirigiste, comme un coffre de dépôt dans une banque. Et une autre, non moins importante partie de l'attention est encore bloquée, se trouve en état d'hibernation. C'est la nourriture synthétique qui induit ce blocage, comme tout autre produit chimique, provoquant un état modifié de conscience dans une plus ou moins grande mesure. Avec l'apparition et le développement des méthodes technogénétiques de traitement de la nourriture, la situation s'aggrave d'une année à l'autre. Par exemple, la particularité du psychisme des enfants modernes, et notamment l'hyperactivité et le déficit d'attention, sont souvent expliqués par le phénomène indigo. En fait, l'indigo n'est ici pour rien. Le comportement hystérique qui caractérise actuellement les enfants depuis leur plus jeune âge est provoqué par une teneur importante en chimie et en produits synthétiques dans les produits de supermarché. La nourriture synthétique est aussi toxique que l'alcool ou les drogues. Et voici le système nerveux qui est détraqué. L'enfant gigote comme une girouette dans le vin, n'est pas capable de concentrer son attention et de rester assis en place. À mon époque, quand nous étions pionniers, c'est-à-dire scouts, nous savions rester assis. Ma génération se souvient encore que l'on pouvait nous obliger à rester assis avec les mains croisées sur la table. Et pourquoi les enfants d'aujourd'hui ne le peuvent plus? Leur humeur et leurs énergies changent constamment. En quoi diffèrent-ils des pionniers de l'époque de ce que nous étions, nous? Nous étions aussi enragés, mais savions nous concentrer facilement.
Et maintenant, je dirais que les enfants ne sont plus enragés, comme doivent en fait être des enfants, mais plutôt ils sont fatigués. Un jour d'été, je marchais le long de la mer et je vis devant un grand groupe d'enfants, probablement venant d'une colonie de vacances. On venait de les amener au bord de la mer, s'étaient déshabillés et avaient été autorisés à rentrer dans l'eau. J'étais prêt à passer au travers d'une foule désordonnée et folle de monstres hurlant, courant, sautillant. Mais pas du tout. Ils se comportaient comme des retraités après un déjeuner copieux. Et ceci en tenant compte de ce que d'habitude la mer excite les enfants. Bien entendu, tous sont des enfants différents, et même sur les adultes, la chimie n'agit pas de la même façon. Pourtant, le tableau est évident. L'intoxication par le synthétique mortifère, avec tous les symptômes qui accompagnent cette intoxication et qui sont déjà devenus la norme. On considère que c'est normal, car conformément aux principes de la société, si cela est ainsi chez tout le monde, alors c'est que cela doit être ainsi. Mais est-ce que c'est comme cela que tout doit se passer? Les produits synthétiques provoquent chez l'homme une dépendance similaire à celle des narcotiques. L'accroissement des maladies dégénératives est corrélé, par exemple, très clairement du point de vue statistique avec l'apparition et le développement de nouvelles technologies de préparation de la nourriture, telles que la conservation, le raffinement et tout type de traitement chimique. Les technologies alimentaires se développent non pas d'après ces notions d'utilité, mais selon les principes bons, pratiques, à la mode. Maintenant, tout le monde fait comme ça. On a d'abord inventé de séparer les céréales et le riz de l'enveloppe et du germe, dans lesquels se trouve justement tout ce qui est le plus précieux. Les produits à partir de ce grand traité sont devenus blancs, tendres et vaporeux. Quelqu'un s'est rendu chez quelqu'un d'autre et a vu quelle viennoiserie moelleuse, quel riz blanc. Comme c'est joli, j'en veux aussi. Ainsi, tous en ont voulu. Ensuite, tous se sont habitués. Seulement, on a commencé à tomber malade. Mais personne ne pensait relier l'apparition de nouvelles maladies au changement des technologies alimentaires. Presque personne. Et encore de nos jours, peu de gens réfléchissent à cela. On mange et on tombe malade. On tombe malade et on mange. Un fait intéressant. Dans la France du Moyen-Âge, cette France qui est la patrie de la haute cuisine, un grand plat de salade verte était un plat principal et quotidien des gens simples. Le peuple mangeait une nourriture simple et naturelle. Les recherches culinaires étaient le privilège de la noblesse. C'est pour eux que les chefs s'efforçaient de préparer quelque chose de spécial, pendant qu'eux-mêmes, se trouvant en cuisine, avalaient des plats entiers de salade verte. Dans les plats des seigneurs, on ajoutait cette même verdure qu'en tant qu'assaisonnement et de décor. Et donc, les maladies et les différentes indispositions de cette époque étaient un signe caractéristique de la noblesse, des nobles. C'était considéré comme à la mode d'avoir le visage pâle et de se vautrer toute la journée au lit, languissant du spleen, de la haute société et de la santé précaire. C'était la mode. Et au contraire, l'aspect bronzé, en bonne santé, simple, était le signe distinctif des basses couches. Vous savez, pas le temps de tomber malade. Et de la force, on en a à gogo. Bosser toute la journée, c'est l'habitude. Ensuite, on peut se consacrer à des amabilités quelque part dans une botte de foin, sans problème. Pourtant, peu à peu, la gastronomie raffinée s'est développée partout, et de surcroît, pour beaucoup grâce à cette même mode. Par exemple, les conserves ont été inventées afin d'assurer à l'armée de Napoléon une nourriture pratique. Mais ensuite, les conserves sont tout simplement devenues à la mode, comme une des réalisations du progrès. Imaginez, les gens assis à une table recouverte de différents pots de conserve. Et même les conversations à table tournaient autour de ces conserves. « Et quel pot avez-vous mangé aujourd'hui ?»« Nous avons mangé ceci et cela. »« Comment, vous ne mangez pas de conserve? Mais vous êtes un attardé. » Au début, la technologie de conservation se limitait à un long traitement thermique. Mais par la suite, on a inventé différents conservateurs, renforçateurs de goût, arômes, additifs, parfums. On ne fait pas que s'habituer à une telle nourriture. Elle provoque une très forte dépendance narcotique, un attachement à la mangeoire. Et l'essentiel, c'est qu'il s'avère que cela est commode pour tous, aussi bien pour les fabricants
que pour les commerçants et les consommateurs. Tous sont piqués à la même aiguille et chacun y voit son avantage. Et une fois encore, on mange et on tombe malade et on mange. On a l'impression que l'homme moderne n'est pas Homo sapiens, mais plutôt une espèce domestiquée, apprivoisée et nourrie de force, qui ne réfléchit absolument pas à quoi on la nourrit, ni dans quel but. Homo mansuetus, un homme domestiqué vivant dans une ferme humaine. Le système est intéressé par le fait que tous marchent d'un même pas. Et c'est d'autant plus facile de régir cet ordonnancement que tous sont reliés à la même mangeoire. Et il est même facile à nous de piloter tout cela si tous aspirent aux mêmes objectifs succédanés et ont peur des mêmes problèmes. Jetez un coup d'œil sur n'importe lequel des masses médias et vous verrez clairement un tableau terriblement primitif. D'un côté, sur tous les écrans et en première de couverture, on nous impose le culte de succès et de la consommation, et de l'autre, et en même temps, on nous effraie par de nouvelles inquiétantes. C'est ainsi que l'ordre est maintenu. Il se peut que l'effet secondaire le plus terrifiant de la civilisation technogénétique, ce soit les maladies dégénératives, et de ce fait une fin précoce de la vie. La chimie, les radiations, les OGM ne se ressentent pas, mais tuent réellement seulement de façon lente. C'est une mort lente, et c'est le chemin de la mort et non pas celui de la vie. Et il faut être très naïf pour considérer que toutes ces commodités synthétiques passeront pour rien. Nous ne sommes pas des androïdes, n'est-ce pas? Curieusement, on est toujours fortement impressionné par la mort d'un homme célèbre, surtout si dans sa vie il a obtenu le grand succès. Mais peu de gens sont impressionnés par la statistique générale, qui reste toujours quelque part dans l'ombre, en dehors du cadre. Et la statistique est la suivante. En Russie, 300 000 personnes par an meurent du cancer. Aux États-Unis, 1 demi-million. La population d'un petit pays. Imaginez, annuellement, à l'intérieur de chaque grand État, meurt un pays entier, juste du cancer. Et tous les ans, ces chiffres augmentent considérablement. En outre, on observe depuis peu un rajeunissement sensible de la maladie. 40% de la population européenne, selon le magazine New Scientist, est reconnue psychiquement souffrante. Il est difficile de le croire. Pourtant, si on en tient compte du fait que la dépression s'est accrue jusqu'à devenir une pandémie, il n'y a rien qui étonne. Allergies, arthrose, problèmes de colonne vertébrale, ce sont toutes des épidémies de masse. Rien qu'en Russie, au cours des 20 dernières années, 800 000 personnes se sont suicidées. Cela veut dire qu'en moyenne, 40 000 personnes par an perdent la vie, non plus en raison de maladie, mais parce qu'elles considèrent que vivre plus longtemps n'est plus supportable. Mais en tant que mécanisme au départ, il ne faut pas du tout y voir les difficultés de la vie, mais les états dépressifs provoqués par l'intoxication alimentaire. Tous les jours, 37 000 personnes meurent de faim. Toutes les 5 secondes, un enfant meurt de faim. On nous a promis qu'un jour, les OGM allaient nourrir toute l'humanité. Mais l'introduction des OGM, non seulement n'a pas réussi à régler ce problème, mais a conduit à l'augmentation de la stérilité, à la ruine des fermiers, ainsi qu'à la mort des insectes pollinisateurs, ce qui peut conduire à une chaîne aux conséquences catastrophiques. Voici les statistiques à ce jour qui ne sont pas largement affichées, mais restent en dehors du cadre. Mais ce qui est important, ce ne sont pas tellement les chiffres, mais que toutes les maladies citées soient des maladies dégénératives. Cela signifie que l'organisme s'émiette littéralement, se dégrade sous la pression des conditions non naturelles et agressives du milieu extérieur. L'idée essentielle que l'on tait habituellement consiste dans le fait que l'origine de toutes ces maladies, incluant également ici le suicide, est purement technogénétique. Malheureusement, je ne peux pas dessiner au cours d'une courte conférence tous les aspects de l'action néfaste de la technosphère. En concluant le sujet et au risque d'épuiser votre patience, chers auditeurs, je voudrais encore mentionner un facteur du système technogénétique qui influence fortement, bien que de façon invisible, l'homme, à savoir rayonnement radio des téléphones mobiles et des antennes des réseaux. Ici, il y a déjà un danger réel d'apparition de tumeurs du cerveau suite à l'action permanente du rayonnement électromagnétique. Les fabricants de téléphones et les opérateurs des réseaux le savent, mais ce facteur ne les soucie pas. Ils sont trop accaparés par la course-bénéfice. Les utilisateurs de téléphones soit ne le savent pas, soit se retrouvent dans l'état que l'on peut appeler de sécurité de troupeau. Car tout le monde utilise des téléphones mobiles. Est-ce possible que tous ne sentent pas le danger ? Je vous annonce une nouvelle désagréable.
ils le peuvent. L'homme est capable de demeurer dans un état d'euphorie insouciante sans faire attention à des signes inquiétants pendant longtemps, jusqu'au moment où le malheur le touchera personnellement ou quand il sera devenu évident que le troupeau a été engraissé pour être conduit à l'abattoir. On peut donner l'exemple suivant. Jusqu'aux années 1980 du siècle dernier, tous avec enthousiasme saluaient l'apparition des matériaux de construction bon marché à base d'amiante. Personne ne faisait attention aux avertissements des spécialistes relatifs aux propriétés cancérogènes de ce matériel, de ce minéral, et les fabricants d'amiante ont fait d'énormes profits à l'époque. Les apparitions massives de tumeurs ont ensuite commencé. Но асбестовая промышленность Mais l'industrie de l'amiante, c'est un business à plusieurs milliards. Et les fabricants, pendant longtemps encore, ont eu la possibilité de faire du lobbying pour leurs intérêts, s'efforçant par tous les moyens de prouver une sécurité absolue. Actuellement, l'amiante n'est totalement interdite que dans les pays de l'Union européenne. Ailleurs dans le monde, non. Ainsi, la guerre d'amiante n'est toujours pas finie. Pourquoi? L'heure n'est pas encore venue. En fait, les tumeurs se développent pendant très longtemps, environ 35 à 40 ans. Si l'on tient compte du fait que le point culminant dans l'utilisation de l'amiante, c'est la fin des années 1970, début des années 1980, alors il n'est pas difficile de comprendre que le point culminant des maladies cancéreuses est devant nous entre 2015 et 2020. Le mécanisme d'horlogerie est encore en marche. Il est évident que les conséquences d'une large implantation de la téléphonie mobile commenceront à se manifester à partir de 2035. Personne ne sait quels seront le caractère et l'échelle de ces conséquences. Le plus effrayant est que c'est une expérience globalisée et qu'elle est réalisée sur l'humanité tout entière. Et comme le rayonnement électromagnétique, à côté d'autres choses, induit des modifications génétiques, on peut considérer que cette folle expérience est réalisée non seulement sur la génération actuelle, mais également sur la génération future, qui n'est pas encore née. Êtes-vous prêt à attendre 20 à 30 ans pour vérifier les conséquences de cette expérience? Imaginez ce qui se passera dans 30 ans. Que deviendra notre planète? Qui de nous sera là? Qu'est-ce qui nous attend? Un blockbuster fantastique dans lequel il ne restera presque plus d'eau pure ni de nourriture normale? Cela sera un monde surpeuplé où l'on se bagarrera pour l'eau et la nourriture? Ou peut-être des rues vides? Mais la question n'est pas d'écologie de notre planète, mais d'écologie personnelle. Nous ne pouvons pas compter que quelqu'un arrangera tout. Et nous n'avons plus le temps d'attendre. Nous voulons assurer la sécurité de notre écologie personnelle, ici et maintenant, et non pas dans le futur, quand les fabricants et les commerçants comprendront enfin ce qu'ils produisent et ce qu'ils vendent, et que les médecins apprendront à guérir les maladies. Je profite de l'occasion pour être le porte-parole des adeptes russes de la biosphère. Nous proclamons une convention CLIB pour réunir tous ceux qui s'efforcent de préserver l'écologie de notre planète ainsi que leur écologie personnelle. CLIB est formé par l'initiale C du mot convention, la racine allemande est lib qui signifie amour et latin est liber, ce qui signifie libre. Et CLIB est également l'abréviation de la construction russe Convention de sécurité personnelle et de liberté. Dans les conditions du système technogénétique, les temps sont parfaitement mûrs pour parler d'écologie personnelle, de sécurité personnelle et de liberté. En 2009, à l'Assemblée générale de l'ONU, dans le cadre du concept de développement durable, on a adopté une résolution selon laquelle on proposait aux organisations et aux pays participants d'examiner les problèmes de la vie en harmonie avec la nature. Nous soutenons cette résolution, mais voulons aller plus loin encore, afin que le principe de l'existence harmonieuse avec la nature devienne non seulement une question de sécurité écologique au niveau des États, mais également au niveau de la sécurité personnelle de chacun. Si l'homme lui-même ne se soucie pas de sa sécurité personnelle, il n'est pas la peine de compter sur l'aide de l'État. Le concept du développement durable existe depuis plusieurs années, mais rien n'a changé, n'est-ce pas? Au contraire, la situation continue de s'aggraver. Nous avons fait un premier pas dans cette direction. Dès l'année prochaine, la ressource informative clib.com commencera à fonctionner. Elle permettra de regrouper sur un même site les fabricants, les commerçants, les consommateurs et les experts adeptes de l'idée d'un développement biosphérique. Nous n'appelons pas à l'opposition,
Lutter contre le système où règne la course au profit, c'est la même chose que de lutter contre les moulins à vent. On peut vivre au sein du système, profiter de ses biens et en même temps être indépendant de ce système et se protéger de son influence néfaste. Pour cela, il convient de connaître les règles d'une existence sûre au sein du milieu technogénétique. Avant tout, il ne faut pas oublier son origine biosphérique, ne pas perdre les restes de la mère nature au sein de soi-même et de son entourage, ne pas permettre de se laisser entraîner dans une cyborgisation généralisée, ne pas se transformer en cellule de la matrice, mais faire tout pour conserver son individualité, sa liberté, sa conscience, sa santé, ainsi que la biosphère autour de soi. L'objectif de la Convention CLIB est d'informer les gens des règles d'une existence sûre au sein du milieu technogénétique et de regrouper les adeptes de la biosphère. Et notre objectif, le nôtre comme le vôtre, c'est de faire un choix au profit d'une production écologique. Tout est très simple. Nous ne pouvons pas casser le système existant, mais nous pouvons donner la préférence aux marchandises et aux services naturels. Comme tout le monde le sait, telle est la loi de l'offre et de la demande. Premièrement, renoncer à la nourriture contenant des OGM, de la chimie, du synthétique, ainsi que des additifs qui semblent être soi-disant naturels. S'efforcer, dans la mesure du possible, d'utiliser au minimum la chimie et le synthétique dans la vie courante. Les alternatives existent et vont exister davantage s'il y a une demande. Deuxièmement, utiliser le téléphone mobile dans son rôle direct, en tant que téléphone, ou bien, s'il le faut, débrancher son régime de radiocommunication. Ne le prendre dans les mains que quand cela est vraiment nécessaire. Le tenir loin du corps et surtout loin de la tête. Le seul moyen efficace permettant d'éviter un rayonnement direct sur le cerveau, c'est l'utilisation d'oreillettes et d'un microphone au bout d'un fil. Justement, au bout d'un fil et pas au moyen d'un quelconque autre système émettant du rayonnement. Troisièmement, doser consciemment le flux entrant des informations, ainsi que sa participation directe à la toile informative généralisée. On peut proposer beaucoup d'alternatives encore, mais déjà ces mesures élémentaires seront suffisantes pour réaliser des changements considérables dans notre vie en direction de la biosphère. Si nous regroupons nos efforts, nous pourrons alors créer une oasis de biosphère au sein du système technogénétique. Personnellement, je suis persuadée que la biosphère et la technosphère peuvent exister en équilibre si le système travaille pour l'homme et non pas l'homme pour le système. Prenons soin de notre petite planète si fragile, de nous-mêmes ainsi que de nos enfants. Je vous remercie pour votre attention.